Donc, bonsoir et bienvenue à tous. Je m'appelle Alexandra Lecart, je suis psychologue clinicienne fondatrice du Centre de thérapie intégrative et de nouvelles technologies. Et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Ida Gennari-Elicheri, qui est psychologue également dans notre centre. Voilà, donc Ida est avec nous depuis l'ouverture du centre, d'ailleurs, depuis 2020, depuis le tout début. Elle est docteure en psychologie du travail et des organisations. Elle est psychologue donc, et executive coach, certifiée d'HEC Paris. Elle est également enseignante et aussi consultante. Voilà. Après avoir exercé une quinzaine d'années dans différentes fonctions RH et managériales, dans de grands groupes français, ainsi que dans des laboratoires de recherche universitaires, elle a créé le cabinet Psy&Co Développement, si vous ne connaissez pas déjà. Voilà. Elle est aussi mère de 4 enfants, Ida. Et l'auteur du livre qui est sorti, ça fait un an déjà? Avril 2021. Voilà. Avril 2021. Incroyable, le temps passe vite. Voilà, c'est marqué, sorti en avril 2021, n'est-ce pas? C'était juste après. Et donc, qui invite les femmes à déployer toutes leurs facettes librement. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec Ida. Soit vous intervenez, vous me posez des questions pendant la conférence. Sinon, à la fin... Je vais surtout surveiller le temps. Voilà, j'ai une conférence de 3/4 d'heure environ, 1 heure maximum. Et puis après, voilà, un temps de questions, sachant que nous fermerons le centre à 21h. Voilà. 21h. 21h. Pile. Voilà, donc 3/4 d'heure, 1 heure. Oui, ça te va? Sinon, on peut dépasser un petit peu. Donc, bonne conférence à tous. Bon moment avec nous et donc avec Ida. Bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous en visio. Alors, je me tourne vers vous ici pour d'abord vous dire bonjour et vous saluer tous. Et après, je retournerai sans doute un peu plus là. Et voilà, donc je naviguerai. Mais je suis avec vous à fond en visio et je suis ravie que vous soyez là ce soir. Juste besoin de vérifier quelque chose. Est-ce que vous voyez bien les slides en grand ou est-ce que vous voyez toutes mes notes? On voit toutes les notes. Voilà. Ça, c'est toujours la petite question, c'est intéressant. J'ai des trucs secrets, bien sûr, dans les notes. Les notes secrètes. C'est étonnant, parce que là, il y a marqué diapositive. Genre, là, il faut se taire. Et je vais... Chut. Vous voyez, genre... Est-ce qu'il y a un geek parmi nous qui connaît bien Zoom? Alors, sur le partage, tu dois pouvoir choisir ta fenêtre de partage. Voilà. Et donc, voilà. Ça doit être celle-ci. Excusez-moi. Oui, voilà, bon, ça va. Voilà. Fantastique. Et là aussi. Fantastique. Excellent. Donc voilà. Donc, merci à vous pour votre soir. Merci beaucoup. On est réunis ce soir pour parler des femmes. Prendre sa juste place à la hauteur de son potentiel dans le monde d'après. Voilà le thème qui nous réunit ce soir. Je suis vraiment ravie de partager avec vous cette soirée, d'autant que je mesure qu'il y avait d'autres choses à faire, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que si vous étiez venus en présentiel, j'avais mis un petit peu... Attendez, musique. Attendez. Ça marche. Au niveau technique, on est presque bon. Voilà. Voilà, c'est quand même la fête de la musique. Donc, vous aviez sans doute plein d'autres choses à faire ce soir, que vous ferez peut-être après d'ailleurs. Et vous avez choisi en tout cas de passer cette première partie de soirée ici. Et du coup, je m'en réjouis. Je remercie infiniment Alexandra Lecart qui a fondé ce centre. Magnifique projet, improbable projet en plein confinement. On s'est installé ici le 16 mai. Donc, à la sortie du confinement, incroyable, 11 mai, voilà, jour de la sortie du confinement, incroyable. Donc, tu as réalisé un exploit, et je tiens à le dire, et je suis vraiment ravie de faire partie de ton équipe de collaborateurs avec qui on peut faire des belles choses, comme là, ce soir, dans ce lieu qui, voilà, je pense que vous l'avez remarqué, est accueillant, beau. Voilà, je sais que ça a été important pour toi de créer ce lieu accueillant pour toutes les personnes qui ont envie d'être accompagnées. Et je dis bien toutes les personnes, parce que c'est vrai que souvent on pense à la psychologie en se disant bah, c'est peut-être quand je vais mal. Et moi j'aime bien dire que la psychologie c'est
parfois quand on a besoin vraiment d'un coup de main, mais aussi quand on va bien et qu'on veut finalement déployer peut-être encore plus son potentiel et ses projets. Alors c'est vrai que ça, c'est un peu mon dada, c'est un peu ma spécialité. Si vous allez sur Facebook, vous verrez que ma signature en dessous, c'est la psy des femmes qui se réalisent, la psy des gens qui vont bien, j'avais mis à un moment donné. Voilà, il se trouve que moi, je ne suis pas psychologue clinicienne, je suis psychologue du travail et des organisations. Donc, c'est vrai que quand on parle de la partie plutôt liée aux pathologies, eh ben, je fais appel à mes collègues cliniciens. Et puis, ben, voilà, quand on a envie d'être vraiment dans son potentiel, dans qui on est, et alors les cliniciens font ça très bien aussi, mais c'est vrai que pour le coup, ça, c'est ma spécialité. Et là, moi, je peux vraiment vous accompagner et vous aider. Donc, la question du haut potentiel, c'est un peu rigolo parce que c'est un fil rouge qui me suit depuis la maîtrise à peu près. J'ai commencé à travailler sur les questions de potentiel dans les entreprises en Master 1. J'étais déjà à l'époque stagiaire pour Air France et je commençais à mettre en place des outils de détection de potentiel pour les futurs managers de l'entreprise. Donc, c'est à partir de là que je commence à travailler sur la question du potentiel. Puis ça s'est précisé par la suite, puisque Air France m'a gardé encore 4 ans de plus pour travailler en tant que responsable, chef de projet sur des projets de développement RH et managériaux. Et j'ai fait ma thèse en même temps, du coup, sur la fonction managériale à Air France, et en particulier les managers au sol, donc tous les métiers du sol. Donc, ceux qui sont proches de l'avion, ceux qui sont proches des clients, ceux qui sont entre les deux. C'est absolument passionnant de découvrir cet univers. Et là, je me suis vraiment plongée dans la question des compétences, de ce qui sous-tend les compétences et notamment la question de l'intelligence. Donc, on va en parler aujourd'hui. Et j'ai travaillé là-dessus en me disant longtemps, oh là là, mais t'es qui pour travailler là-dessus? T'as raté médecine il y a 10 ans. Tes études au lycée, bon, bah, t'as un peu galéré quand même en première S, en terminale S et tout. Toi, t'es pas au potentiel, quoi. Et donc, bon, bah quand même, j'étais là, il se trouve que la vie m'avait mis là. Donc, j'ai continué à travailler, mais je n'étais pas à l'aise. Et puis, j'ai eu des enfants. Et puis, mon aînée m'a amenée à aller investiguer ce sujet-là pour elle. Elle a passé des tests quand elle avait 8 ans, donc c'était il y a 3-4 ans. Et là, j'ai levé la main et j'ai dit à la psy, est-ce que vous voudriez bien me faire passer le bilan à moi aussi? Alors, il se trouve qu'à Air France, je bossais sur un test d'intelligence, à partir d'un test d'intelligence qui n'est pas celui que vous passez quand vous venez dans un cabinet de psychologie. On prenait des échelles beaucoup plus rapides à faire passer, qu'on appelle des échelles de facteur G. Je vous expliquerai un petit peu tout ça tout à l'heure. Donc, du coup, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas du tout plongée dans les échelles de Wechsler. Et ce fameux test, ça s'appelle la VICE 4 quand on est un adulte et le WISC 5 quand on est un enfant. Et donc, bah, j'arrivais un petit peu vierge, du coup, à cet entretien avec la psychologue. J'ai passé une après-midi tremblante. Je ne savais plus faire 7 x 4. J'avais 28 qui se baladaient quelque part et je n'arrivais pas à le récupérer pour le dire. Un truc incroyable. Je n'avais jamais vécu un truc pareil. Tellement j'étais angoissée, stressée. Bon, et puis le résultat sort. Bah, oui, madame, vous êtes bien au potentiel. Parce que là, quand même, et je le vois bien aussi chez les personnes que j'accompagne et avec qui je fais le test aujourd'hui, quand on découvre cette facette de soi et qu'on n'est pas tout petit, qu'on a un peu fait un chemin de route, eh bien, c'est toute une relecture en fait de son histoire qu'on a à ce moment-là. Donc, c'est aussi ce qui s'est passé pour moi. Je sais que c'est ce qui peut se passer pour vous quand vous venez en cabinet, et c'est aussi ce que j'ai vécu. Voilà. Alors après, à ce moment-là, j'étais encore cadre dans des fonctions RH de direction à la SNCF. Je commençais à avoir un projet de développement d'un cabinet à mon nom. Et donc, je me suis dit, OK, ce cabinet, j'ai envie de continuer à travailler pour les entreprises. Donc, ce que je fais, je continue à bosser pour la SNCF, et notamment pour SNCF au féminin. Vous allez vite comprendre pourquoi. Deuxième orientation de mon cabinet sur les hauts potentiels intellectuels. Et là, du coup, ça m'a permis vraiment de poser mon intention là-dessus, là où je travaillais en entreprise aussi, sous la définition que donnent les entreprises du haut potentiel, qui n'est pas tout à fait celle que nous, les psychologues, nous donnons. Je vous en parlerai aussi un petit peu plus loin. Et puis, troisième axe, et c'est là où je suis heureuse de retourner à la SNCF via SNCF au féminin, qui est devenue SNCF Félicité d'ailleurs, les femmes. Voilà, la place des femmes. La question de ce que c'est pour les femmes de vivre leur potentiel, de vivre pleinement leur potentiel professionnel, personnel, social, familial, individuel, le couple, etc.
Et à ce moment-là, je tombe aussi sur ce livre, que peut-être certaines d'entre vous ont lu, de Monique de Kermadec, La femme sur nous. Je ne sais pas si c'est un livre qui est tombé entre vos mains. Ouais. Voilà. Et ce livre me fait faire un pas de plus en me disant, OK, il y a vraiment un sujet quand même à aborder là-dessus. Ce qui m'a beaucoup plu dans son livre, c'est cette idée que pour la femme, le haut potentiel est une double contrainte. D'abord, on a la contrainte d'être femme dans un monde encore régi par un modèle masculin. Et merci, messieurs. Je crois qu'il y a aussi quelques messieurs par là. Donc, merci, messieurs, d'être là parce que vous voyez que j'ai un propos, en effet, tourné pour et vers les femmes. Mais je suis vraiment dans un féminisme intégratif. Et c'est un mouvement pour moi à faire avec les hommes. Et donc, je me suis perdue. Du coup, je me suis perdue dans mon propos sur le féminisme. Qu'est-ce que je disais? Double contrainte. Double contrainte, voilà, merci. Ah oui, bah c'était ça l'idée. Donc, ce monde encore régi par un modèle et construit par les hommes, où les femmes ont été invitées au banquet, hein, il y a maintenant quelques années, mais c'est vrai, ça a vraiment été une invitation. On n'a pas du tout repensé ensemble le modèle. Donc, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, 80, on a eu des femmes qui ont endossé le modèle masculin et qui se sont mis à faire des choix entre vie personnelle ou vie professionnelle, notamment quand elles prenaient des hauts postes de direction. D'accord ? Et on sent bien que là, en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de bouger et qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger aussi du côté des hommes, où tout le monde, finalement, a envie aussi de pouvoir réconcilier cette sphère professionnelle et cette sphère personnelle. Donc, première contrainte pour les femmes, faire leur place dans un milieu encore régi par le modèle masculin. Deuxième contrainte, celle du haut potentiel, 2,5% de la population. Donc, certains naviguent dans les sphères où ils peuvent exprimer leur potentiel. C'est ce que j'ai pu voir, par exemple, en entreprise, des personnes qui sont à l'endroit où ils peuvent révéler toutes leurs compétences, tout leur savoir-faire, toute leur intelligence. Mais inversement, quand on n'est pas à cet endroit-là, eh ben, j'ai aussi vu des personnes qui, du coup, étaient étouffées dans leur potentiel. Tout simplement parce qu'elles n'étaient pas dans la position dans l'entreprise où elles pouvaient réellement prendre la parole, s'exprimer, faire des propositions, etc. Et ça, sur la dernière partie de mon parcours au sein de la SNCF, où j'étais également coach interne, donc je coachais des dirigeants, où là, bon, ben voilà, on avait des parcours et des problématiques très opérationnelles, besoin de régler certaines choses, mais j'ai aussi coaché des cadres au potentiel, ou parfois même pas des cadres, des personnes qui étaient agents et qui, du coup, avaient du mal à trouver leur place dans les équipes parce qu'on ne leur demandait pas leur avis. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était contribuer plus, donner plus. Donc, toute la question est vraiment de trouver sa place et de pouvoir exprimer une notion qui, on va en discuter ensemble, dès que je peux changer. Ah oui, non, c'est pas ici que ça change. C'est ici. Hop. Donc, exprimer une... Bon, je pense que tout marche bien, sinon vous seriez déjà en train d'écrire plein de mots dans le chat, donc tout va bien. Qui est le fait de s'autoriser à se poser cette question, de prendre sa juste place, pourquoi c'est important. Parce que ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que certaines personnes se disaient, mais est-ce que ce n'est pas un peu exagéré? Est-ce que ce n'est pas un peu une volonté superfétatoire de me demander si j'ai à prendre ma juste place? Déjà, j'ai un travail, c'est déjà pas mal. Déjà, j'ai des collègues, c'est déjà pas mal. Déjà, j'ai des projets, c'est déjà pas mal. Vouloir plus, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle, ça, qui vous parle? Le fait de se dire, est-ce que j'ai le droit de vouloir plus? Est-ce que j'ai le droit de me poser cette question de prendre ma juste place? Ouais, je vois des têtes qui se hochent. Je ne sais pas si ça se hoche derrière les caméras, mais en tout cas, ici, ça se hoche. Alors, je vais vous dire quelle est ma réflexion là-dessus. Et puis, voilà, on peut partager. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, réagir là-dessus. Quand j'ai commencé à réfléchir là-dessus, encore une fois, j'étais encore en entreprise et j'étais responsable de la prévention des risques psychosociaux et de la mise en place des politiques de qualité de vie au travail. Et il y avait un truc qui m'agace particulièrement, c'est que travaillant sur ces sujets-là, j'étais toujours un peu reléguée en dernier, donc il y avait des trucs vachement plus importants avant. Avant, il y avait la prod, avant, il y avait la finance, avant, il y avait les partenaires sociaux.
Et puis, à la fin, bon, il a un truc à dire sur la qualité de truc, là, de vie au travail. On met une machine à café ou quoi dans le... Là, en général, je respirais par le ventre. Hein. Et puis, je me suis demandé, en fait, pourquoi il y avait du dédain comme ça sur la question du bien-être. Et je me suis penchée, donc, du coup, dans les définitions du bien-être. Et quand j'ai découvert la définition de l'OMS, j'ai compris. Je me suis dit, OK, en fait, il y a un profond malentendu sur la notion de bien-être. Je voyais bien que, tel que le voyait l'organisation, dès qu'on disait le mot bien-être, ils pensaient bougie, on va prendre un bain, on va faire un massage, on va mettre de la peinture rose sur les murs. Je vous jure, c'est une vraie anecdote. Il y a 10 ans, la SNCF, je pense qu'elle a dévalisé tous les magasins, Leroy Merlin, Casto, etc. On a tout repeint en rose dans les établissements. Voilà, parce qu'il fallait que les gens soient bien. Donc, on va mettre du rose, et c'est logique. Hein. Pour être bien, il faut du rose. Vous voyez, ce truc un peu bonbon du bien-être. C'est sûr que ce n'est pas... moi, je suis dans un milieu industriel, mais je suis sûre que si vous êtes dans vos organisations, c'est un peu pareil. On n'arrive pas le matin dans l'entreprise pour prendre un bain chaud. Mais d'accord, OK? Donc, je me suis dit, OK, en fait, il y a un profond malentendu sur la notion de bien-être. Parce qu'en fait, quand on regarde la définition donnée par l'OMS, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé? Elle nous dit, le bien-être, c'est 3 choses. Est-ce que je suis dans ma force et dans ma compétence? Est-ce que je suis en train de m'exprimer à cet endroit-là? Deuxième chose, est-ce que j'appartiens à un collectif qui me donne envie bien de contribuer? Et donc, troisième chose, je suis utile. Je suis utile. J'appartiens à un groupe, à un collectif avec lequel je coopère et je suis dans ma compétence et dans ma force, c'est-à-dire je sais faire. Je sais faire et ça correspond à mes valeurs et ça a du sens pour moi. Bon, quand on commence à prendre cette définition, on commence à se dire que pour une entreprise, ça peut être intéressant de se poser la question du bien-être. Avoir des gens compétents qui travaillent ensemble et qui sont utiles pour faire quelque chose, ça commence à devenir quelque chose d'intéressant. Et donc, du coup, la notion de prendre sa place prend du sens et devient un truc qui n'est pas du tout simplement centré sur son nombril. Moi, j'ai envie d'être bien et j'ai envie d'être à ma place. Ça devient un truc qui est, en fait, c'est super important que chacun d'entre nous, on soit à notre juste place pour coopérer ensemble et pour contribuer à ce qui est plus important que nous-mêmes, à savoir ce qu'on fait ensemble dans notre société, quelles sont les valeurs communes qu'on partage, qu'est-ce qu'on construit ensemble, etc. etc. D'accord? Donc, comme vous aussi, tout à l'heure, vous disiez, oui, je n'ose pas trop me poser cette question-là, j'espère que ça règle cette question. J'espère que ça vous autorise à vous dire, ah oui, en fait, c'est important pour moi, mais au-delà de moi, c'est important pour le collectif et c'est important pour la société. Alors aussi, j'ai mis ici cette pyramide de Maslow. Alors, vous la connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, c'est, disons, un modèle qu'on peut tout à fait discuter. Mais moi, j'aime bien quand même avoir un repère parce que voilà, ça mérite de poser quelque chose qui est quels sont les besoins fondamentaux qu'on a, nous, en tant qu'êtres humains. Voilà. Alors, moi, là où j'ai la critique la plus forte, c'est qu'il a dessiné ça en triangle avec une hiérarchisation. Je ne suis pas certaine qu'il y ait cette notion de hiérarchisation, parce qu'en fait, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas combler un besoin supérieur si on n'a pas rempli le besoin d'en dessous. Alors, je vous l'ai dit, besoin primaire, besoin physiologique. Est-ce que je peux dormir? Est-ce que je peux manger? Est-ce que je peux aller faire mes besoins? Voilà. Okay. Donc, pour lui, si je n'ai pas couvert ça, je ne peux pas couvrir le niveau du dessus qui est mon besoin de sécurité. Donc, construire une maison, faire attention que les loups ne viennent pas me dévorer la nuit. OK. Et puis ensuite, une fois qu'on a ça, pour lui, on peut aller nourrir un besoin d'appartenance, un besoin de collectif, un besoin de coopération. Bon. Et puis, ensuite, besoin de reconnaissance, puis besoin d'accomplissement de soi. Donc, moi, on peut le voir d'ailleurs à travers d'autres études, j'aurais beaucoup moins cette vision pyramidale et hiérarchique, d'accord? L'idée, c'est plutôt, d'ailleurs, on le voit aussi dans certaines sociétés, où on n'a pas tout ça, et heureusement, on a une réalisation personnelle, familiale, collective qui marche très bien, d'accord? L'idée, là, c'est peut-être de voir ça beaucoup plus à plat et de se dire, ah oui, c'est vrai, tiens,
il y a des besoins qui sont ceux de nous tous. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Est-ce que je les nourris ou pas? D'accord? Et ça, c'est peut-être aussi la deuxième chose à aller regarder quand on parle de sa juste place et de la question du bien-être, c'est est-ce que mes besoins sont nourris? Voilà. Donc, il est important de parler de ces sujets-là et j'aimerais qu'on regarde ensemble maintenant au niveau des femmes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a comme données, comme constat sur la situation des femmes en France, particulièrement depuis 2 ans, et notamment quand on est au potentiel. Alors, on va aller regarder ça. Quelques statistiques. C'est l'heure statistique. Je ne vais pas vous asséner trop, mais en tout cas, j'ai sélectionné ici certaines qui me paraissent, en tout cas, qui m'ont paru marquantes quand j'ai fait mes recherches, mes dernières recherches, là, actuelles, et qui m'ont frappé. Alors, toutes ne se valent pas en termes de valeur scientifique, mais c'est intéressant parce que ça nous interpelle. Alors, les premières, par exemple, ce serait à approfondir, et peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, ont des données encore plus précises là-dessus, je suis preneuse. En tout cas, j'ai trouvé une étude dans laquelle on demandait à des femmes de répondre à la question suivante. Madame, si je vous dis charge mentale, est-ce que vous pensez avoir une surcharge mentale actuellement ou pas? Donc, réponse oui, non. À cette question, 80% des femmes interrogées répondent oui. C'est fou. C'est énorme. Voilà. Est-ce que tu sens que tu es surmenée actuellement? Oui, à 80%, 8 sur 10. Bon, ça fait réfléchir. Autre question qu'on a posée à des professeurs pour déduire la deuxième statistique. On leur a demandé qui est la personne que vous voyez le plus souvent à l'école. Venir chercher un enfant malade, se présenter à la réunion des parents profs, aller chercher ou conduire l'enfant à l'école, etc. D'accord? Et le prof répond, bah, voilà, 9 fois sur 10, c'est la maman. OK? Donc, on voit bien encore que dans cette répartition des tâches familiales, domestiques, c'est la femme qui endosse le plus important. Alors, il y a des stats de l'INSEE encore plus précises sur le nombre d'heures que passent les femmes à s'occuper de la maison par rapport au nombre d'heures que passent les hommes à s'occuper de la maison. Ça a augmenté pour les hommes. La charge mentale a augmenté aussi pour les hommes. D'accord? Donc, voilà, ce qui est bien, c'est que plus personne n'est épargné. Donc, comme ça, il va être temps quand même de se parler pour régler le problème, parce que sinon, on va tous avoir la cocotte minute qui va exploser. Donc c'est bien, ça réveille, en fait, ça réveille tout le monde. Donc ça, c'est pour les premières stats que je voulais vous présenter. Deuxième partie, alors ça, c'est très lié aussi à la période que nous vivons. Alors, j'enlève la première. 80% des temps partiels sont tenus par des femmes. Ça, c'est une statistique qui date d'avant 2020. En revanche, celle d'après, 43% des femmes ont été en activité partielle en 2020-2021. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, confiné, qui c'est qui bosse? C'est toi qui bosses chérie, c'est toi qui bosses chérie eux, bah, c'est moi qui bosse chérie I. Et je vais me mettre dans mon bureau, je vais me commander un petit bureau qui va bien, qui va arriver demain en livraison directe. Hein, 40% des hommes ont eu un endroit dédié pour travailler pendant le confinement. Pendant que toi, chérie, bah, tu arrêtes de travailler, tu t'occupes de l'école à la maison. Ou si tu travailles, bah, écoute, tu auras bien un petit bout de table de cuisine. 25% des femmes seulement qui ont eu un endroit dédié pour travailler pendant le confinement. Voilà. Alors, ceci dit, 40% des hommes, ce n'est pas tant que ça. Moi, j'étais assez surprise. Je me suis dit, ça a dû vraiment être compliqué quand même. Tout le monde a un peu travaillé comme ça. Voilà. Donc, OK, mais ce qu'on peut constater encore quand même, c'est cet écart entre les femmes et les hommes, donc cette difficulté à prendre sa place pour une femme. Oui, je vais me commander un bureau, oui, je vais me mettre dans une chambre, je vais fermer la porte. Ça, c'est encore compliqué. Hein. À côté de ça, 48% des femmes sont dotées d'un diplôme supérieur en France, tout diplôme confondu, 38% des hommes, tout diplôme confondu. Et on ne retrouve que 17% des femmes aujourd'hui dans les comités de direction. Statistiques récentes, hein, on est à 20% dans les COMEX des grands groupes. D'accord, donc on voit bien quand même qu'il y a un gap
on a quand même un petit peu de mal à s'expliquer, même si on peut évidemment l'expliquer par plein de bonnes raisons, comme la maternité, par exemple. La bonne raison. D'accord? On va reparler de ça. Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse aussi dans cette conférence, c'est que vous puissiez un petit peu vous tester, vous aussi. Donc là, j'ai relevé ce que j'entends le plus souvent de femmes qui ont du potentiel, qui ont envie de l'exprimer, donc qui en général bossent, s'occupent de leurs enfants, font des activités, voilà, essayent de mener tout de front. Puis à un moment donné, elles arrivent, et puis quand même, voilà, elles finissent par dire deux, trois choses. Alors peut-être ça peut être intéressant pour vous de regarder où vous en êtes et si vous reconnaissez là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on dit? Je suis dans une quête perpétuelle. J'ai l'impression que je manque de reconnaissance. Je peux culpabiliser de ne jamais être au bon endroit au bon moment. Quand je suis avec les enfants, j'ai envie de m'occuper d'un dossier. Et quand je suis sur mes dossiers, je regarde la photo de mes enfants en me disant vraiment ils sont trop mignons. Donc cette espèce de décalage permanent, jamais à la bonne place. J'ai renoncé à un poste, j'ai renoncé à une promotion, j'ai renoncé à un projet. Il faut bien choisir dans la vie. Hein, cette magnifique phrase, il faut bien choisir dans la vie. On ne peut pas tout avoir comme vous le savez. D'accord? Bon. Je manque de temps, de qualité pour moi, pour mon couple, pour mes enfants. Voilà, on est toujours un peu speed, on se crie dessus, on met les chaussures vite le matin, on part en courant à l'école, on n'arrive pas à coiffer au bureau. Personne n'est comme ça. C'est que moi, en fait. En fait, j'ai écrit le truc pour moi. Non, c'est bon, ça me parle. Ouais, sans enfants. Moi, sans enfants. Bon, il faut qu'on se voit. Éloignement de des activités préférées. Je ne fais plus de danse, je ne fais plus de gym, je ne fais plus de musique, je ne vais plus au cinéma, je ne vais plus au théâtre. Bah, c'est comme ça. Hein. Quand les enfants arrivent, tout change. Hein. Ma mère m'avait bien dit que ça changerait. Et voilà. Et en effet, du coup, le sort est jeté. Mise de côté de mon bien-être au profit d'une réussite conforme aux attentes sociales. Je suis une bonne élève, je fais bien ce qu'on me dit. On m'a dit de faire ça pour avoir ma promotion professionnelle. On m'a dit de mettre une robe noire pour ne pas être trop comme ci, comme ça. Donc voilà, je rentre dans les codes et je fais mon ascension sociale. Alors, est-ce que je suis bien? Ce n'est même pas la question. J'oublie complètement de me poser la question. Colère, frustration de ne pas avancer aussi rapidement que je le souhaite. Attribution de ma réussite à des circonstances extérieures. Ils ont dû se tromper. Ils n'ont pas vu que je ne savais pas faire. C'est vraiment bizarre, soit de me demander d'être manager de cette équipe. D'accord? Ils n'avaient personne d'autre, évidemment. On sait que les entreprises sont sympas. Ils prennent qu'elle voilà, tu as l'air sympa, tu vas faire ce poste. C'est la folie. Donc, difficulté, grande difficulté à, du coup, s'attribuer cette réussite. Difficulté à se reconnaître dans sa demande. Alors là, c'est typique, comme je vous le disais, quand il y a le bilan qui arrive. Il faut relire 3-4 fois le bilan quand même. Et c'est moi ça ou elle était sympa la psy? Elle a mis un point de plus. Donc c'est dur ça. Ça, avoir le miroir, est-ce que c'est le bon miroir? J'y crois ou j'y crois pas. Effort décuplé, toujours plus, jamais assez bien. Allez, il faut que je fasse encore. Peur de me tromper, sentiment de bizarrerie, attente de la perfection, avant de donner l'autorisation de se montrer. Envie parfois de tout lâcher, émotions décuplées, difficulté à dire non, communication délicate avec les autres. Donc, si vous cochez 3, vous appelez le secrétariat d'Alexandre. C'est une blague. Faites ce que vous voulez. Alors, c'est quoi le haut potentiel intellectuel? Quand même, on va passer 2 secondes là-dessus. Donc, on a des personnes qui ont commencé à travailler là-dessus. Alors, début du XXe siècle, ça intéresse vachement ce sujet. Hein. On a besoin de comprendre comment ça marche. Tout ça. Donc là, on a vraiment tout un tas de chercheurs qui se penchent sur la question, de manière plus ou moins heureuse d'ailleurs. Mais voilà, parmi eux, on a quand même des choses un peu plus sérieuses, scientifiques, qui essaient de poser les concepts, qui essaient de définir les choses. Et parmi eux, Spearman, avec la naissance aussi des statistiques sur le sujet,
et des échelles d'évaluation qui vont devenir de plus en plus solides et qui vont devenir par la suite les échelles de Wechsler. Donc Spearman, un des pionniers en 1904, 1927 pour ses publications, nous décrit l'intelligence comme un facteur, une dimension qui influe sur notre manière d'agir, de réagir dans une grande variété de tâches. Bon, une fois qu'on a dit ça, moi je trouve qu'on a besoin aussi finalement de la définition de Piaget qui, de manière toute simple, je n'ai plus le truc, qui de manière toute simple nous dit finalement l'intelligence c'est notre capacité à nous adapter. C'est notre capacité à être face à un problème et à le résoudre, quel que soit le problème finalement. D'accord? Et puis ensuite, on a commencé à préciser le concept et on a dit finalement ce qu'on peut voir peut-être autour de l'intelligence, c'est des capacités distinctes, capacités d'abstraction, de conceptualisation, de verbalisation, de parler, là, de dire des choses, de mettre en mots. Et puis, à côté de ça, on va avoir d'autres dimensions comme la résolution de tâches pratiques ou mécaniques. Donc, on va avoir la résolution de problèmes, mais aussi le maniement d'objets. Tout ce qui est de l'ordre de la mécanique, par exemple. Quand j'arrive à réparer une motocyclette, par exemple, je suis là-dedans. Je fais des déductions, des inductions. Ah, tiens, là, j'entends un bruit, ça veut dire que, donc, OK. D'accord? Donc, c'est tout ce type de raisonnement mécanique, en fait. Et puis, une troisième dimension qui est le lien et la compréhension avec son environnement social. Qu'est-ce que je sais du monde? Comment je rentre en relation, du coup, avec l'autre? Quels sont les codes que j'ai intégrés aussi et qui me permettent de vivre en société? D'accord? Donc ça nous a donné, par la suite, tous les travaux qui ont permis de construire les échelles de Wechsler, comme je vous disais tout à l'heure, et donc d'aboutir sur la Weiss. Alors aujourd'hui, on est à la 4e mouture de la Weiss et le WISC pour la 5e mouture, donc depuis 1968. Et là, on a en fait des échelles normatives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire normative? C'est-à-dire qu'on connaît en fait les données pour une population entière et on est capable de nous positionner dans cette population. Voilà. Par rapport à la norme, par rapport à ce qu'on sait de la population, où est-ce que moi je suis? OK? Donc ça permet de se situer. C'est un test de performance. Donc, on a bon ou on n'a pas bon, d'accord, pour réponse. Et on va mesurer 4 grandes dimensions: la compréhension verbale, le raisonnement perceptif, la mémoire à court terme et la vitesse de traitement. C'est les 4 grandes définitions sur lesquelles aujourd'hui on est d'accord en psychologie, et en psychologie cognitive notamment, pour dire ça, c'est la définition de l'intelligence. Ces 4 dimensions-là définissent, pour nous les psychologues en psychologie cognitive, la définition de l'intelligence. Pour donner une image, quand j'étais au laboratoire de recherche à Paris 5, on disait conceptualisation comme une girafe, capacité à prendre de la hauteur, à voir un peu tout et à en faire un concept. D'accord? On disait mémoire d'éléphant et vitesse du guépard. D'accord? Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai connu des travaux de Jeanne Sulfachin beaucoup plus tard sur le zèbre. Elle a fini par appeler ça les zèbres. Je disais, c'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi monsieur m'appelait métaphore des animaux de la savane. C'est rigolo. Mais voilà, c'était. À l'époque, je ne connaissais pas du tout ces travaux. Je vous en dirai d'ailleurs un mot juste après. Ce qui est important aussi dans ces tests-là, c'est qu'on mesure un potentiel. D'accord? C'est-à-dire qu'on va mesurer une espèce de terreau fertile sur laquelle, à partir duquel la personne va pouvoir faire action ou pas faire action. D'accord? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout un tas de facteurs. Non, je ne dois toujours pas appuyer. Il y a tout un tas de facteurs. Je vais vous les mettre ici, je reviendrai après. Qu'on peut appeler des catalyseurs. Tout un tas de catalyseurs qui font qu'on passe de ce potentiel, de ce terreau fertile à dans ma vie, ça se réalise, ça devient un talent, ça devient une contribution, ça devient une action en fait, une compétence. D'accord? Et donc ces catalyseurs, c'est ma personnalité, mon environnement,
ma motivation, les rencontres que je fais, le soutien que je peux avoir, le hasard aussi. Cet après-midi, j'avais un petit garçon, bon, une intelligence dans la norme, à la fin du test. Mais qu'est-ce qui se passe pendant le test? Pendant le test, c'est un petit garçon qui n'a pas confiance en lui. D'accord? Donc, en fait, il va très bien. Et justement, sa maman venait me voir, mais ça, j'ai besoin qu'on vérifie quoi, si tout va bien. En fait. D'accord? Et en fait, pendant le test, il y a des moments où voilà, il doute, il me regarde, c'est bien ça et tout. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais le catalyseur. Je le soutiens, en fait, pendant la passation. Je lui dis, OK, vas-y, qu'est-ce que tu penses, toi, pour la réponse? Je pense ça. OK, tu penses vraiment ça? Oui. OK, bah appuie sur le bouton. Et je le soutiens, je l'étaye, en fait. Et à partir de là, bah, il avait la bonne réponse. D'accord? Donc, à partir de là, son potentiel un peu timide, personnalité un peu réservée, doute, manque de confiance, etc. À partir du moment où il a le soutien, ça peut se révéler en performance. Mais si je le laisse là, je lui vois tout bien. Hein? D'accord? Moi, tu es là pour passer le test, mon gars. On va bien voir. Qu'est-ce que je fais? Je le laisse peut-être dans son potentiel, mais je n'aide pas à ce que son potentiel devienne réel, devienne une performance. D'accord? Donc, c'est ça qui fait que parfois, on a des histoires comme ça, on dit si je n'avais pas rencontré ce professeur, si je n'avais pas rencontré ce manager, si je n'avais pas rencontré telle ou telle personne, ben, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait voilà, dans ma vie. Okay? C'est vraiment une distinction super importante à faire. Le potentiel, on peut être au potentiel et vraiment avoir des difficultés parce qu'on n'a pas eu la rencontre de ces catalyseurs. Alors ça, pour la référence, c'est le modèle de Gagné, sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant ma thèse et qui m'a beaucoup aidé à comprendre un certain nombre de choses, justement, pour comprendre ce passage entre le potentiel et la compétence, le potentiel et la performance. Pour aller à la... Et puis, il y a une autre chose qui est super importante, c'est ça, 16%. C'est quoi? 16%, c'est une statistique qu'on a dans les études sur l'intelligence qui nous dit que notre réussite, la réussite, alors quand je dis la réussite, c'est performance. Vous voyez, on va mettre en corrélation, par exemple, la réussite scolaire et le QI d'une population de personnes. On va regarder en fait la corrélation entre les deux. Hein? Est-ce qu'il y a une corrélation entre le niveau d'intelligence des élèves et leur réussite scolaire? Est-ce qu'il y a une corrélation entre le niveau d'intelligence, les résultats au QI et la performance, le développement de la carrière professionnelle, par exemple? Donc, on a un tas d'études comme ça qui nous permettent d'avoir des données. Et dans les méta-analyses, globalement, on tombe sur 16% de variance commune entre ces deux dimensions, donc entre la dimension de l'intelligence et la dimension de la réussite, quels que soient les points de réussite qu'on cherche à aller regarder. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, 16% de variance commune? Eh bien, imaginez ce grand cercle que je suis en train de dessiner très bien, c'est la réussite. Et qu'on essaye de l'expliquer par différents facteurs. Eh bien, l'intelligence, ça va être comme un gros calot à l'intérieur, d'accord, qui va prendre 16% de place. OK? C'est le plus gros. On n'en trouve pas plus gros. Mais pourtant, j'ai plein de billes. D'accord? Ça, c'est le gros calot. J'ai plein de billes qui font à elles toutes, vous aurez fait le calcul par vous-même, 84%. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'intelligence est un facteur déterminant de la réussite. C'est celui qui contribue le plus directement, mais autour de mon intelligence, j'ai 84% d'autres facteurs qui peuvent aussi contribuer. Donc, on comprend là que ça ne fait pas tout. Hein? Pour finir sur ce slide, je vous ai mis ici la répartition des scores donc, qui suit cette courbe normale en statistique, donc qui nous permet en fait justement de nous situer dans la population générale. Et donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'échelle de QI, c'est une échelle qui va, alors on ne parle pas en dessous de 40, et on ne parle pas au-dessus de 145, 160. Si vous commencez à avoir des tests de QI qui vous parlent de 180 de QI,
c'est pas Béchler. Hein. C'est Internet, ce que vous voulez, mais c'est pas Béchler. D'accord. Déjà là, c'est pas mal, parce que vous voyez, en fait, il n'y a plus personne ici. Hein. Quand la courbe touche le machin, c'est qu'il n'y a plus personne. Donc, le haut potentiel intellectuel, c'est seulement 2,5% de la population. OK ? 2,5% de la population qui ont un score au-dessus de 130. Entre 115 et 130, on va retrouver des personnes, on va parler d'une intelligence supérieure, 13,5% de la population, et la moyenne, la plupart des gens sont entre 85 et 115, ils vont très bien, d'accord? Et ça représente 68% de la population. D'accord? Donc, moi, mon domaine de travail et d'expertise est plutôt sur cette partie-là de la courbe. OK? Alors, souvent, ce qui se passe quand on nous demande un bilan, il y en a qui arrivent là, hein, qui découvrent leur haut potentiel à cet endroit, adultes ou enfants. Et puis, il y en a pas mal, en fait, qui arrivent ici. Qui arrivent ici entre 115 et 130 avec ce sentiment parfois de décalage, de ne pas comprendre, etc. Parce que, bah oui, à cet endroit-là, on fonctionne déjà. Alors, c'est pas mieux, hein. C'est pas mieux d'être là. C'est pas mieux d'être là. Voilà, c'est simplement une façon différente de fonctionner. Et c'est simplement au niveau cognitif des caractéristiques qui font que, bah, tout simplement à cet endroit-là, il y a plus de... C'est comme s'il y avait une bibliothèque un peu plus grande au niveau de la compréhension verbale, donc du vocabulaire et de la capacité à les utiliser, à manier les mots et à les mettre ensemble pour conceptualiser. D'accord? Donc, il va y avoir une capacité d'expression différente. Pour le raisonnement, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à des problèmes, je vais aller plus vite à comprendre en fait, les règles du problème. Qu'est-ce qui s'emboîte ensemble? Quelle est la règle générale? Comment je l'utilise et comment je l'applique? D'accord? On va emmagasiner plus d'informations en mémoire à court terme, comme si on avait un sac plus grand dans lequel on pouvait mettre, par exemple, si on fait des calculs, bah, plus de chiffres, plus d'informations, et qu'on était aussi plus capable de manier ces informations. Ça, c'est les mémoires de travail. D'accord? Comme si, je ne sais pas, vous avez une machine à laver, vous voyez, qui tourne plus vite, qui a plus de tours que... voilà. D'accord? Et puis, on va avoir une capacité à faire ça plus rapidement, plus vite. D'accord? Alors, ça pose certains problèmes, déjà à ce niveau-là. D'accord? Parce que là, bah, si je vais plus vite, quand je parle à eux, ben, c'est comme si on ne se rencontre pas. Mais on a la même chose, on a le même problème avec la personnalité. Hein. Donc, mes traits de personnalité me font utiliser un certain langage. Face à quelqu'un qui a une personnalité très différente, elle va utiliser aussi un autre langage, d'autres représentations, d'autres mots, et on va parfois ne jamais se rencontrer. Et bien, c'est la même chose avec une autre dimension psychologique qui est l'intelligence. Donc, encore une fois, rien de mieux, rien de moins bien. Comme pour la personnalité, ce n'est pas mieux d'être comme ci ou comme ça, c'est juste qu'on est différent. Et quand on ne le sait pas, et ben, on a du mal à se mettre là où est notre interlocuteur, et du coup, ben, on ne se rencontre pas. Tout simplement. Alors ça, par exemple, quand on conduit des équipes, ou quand même, comme il y a une corrélation, on retrouve des gens à haut potentiel à des postes de management, etc., et bien on a un problème. Voilà. Et moi, j'ai beaucoup accompagné justement des managers, des dirigeants, j'arrive pas. Bah oui, toi, tu passes de A à Z, tu n'es même pas conscient de toutes les étapes intermédiaires. Il y a eu 25 lettres entre les deux. Donc, ton rôle, et ça, c'est ton travail de manager, c'est de t'asseoir et c'est d'aller chercher c'est quoi B, C, D, E, F jusqu'à Z. Et souvent, ça leur demande un travail énorme, en fait. Ça leur demande un travail énorme de se poser et de dire, OK, donc moi, je suis allée de là à là. Ben, c'est évident. Mais en fait, je n'ai pas vu qu'il y avait des étapes intermédiaires. Il faut que je définisse ces étapes intermédiaires parce qu'il va falloir que j'en parle aux autres. D'accord? Ça vous parle, ça? Alors, je m'arrête. Une petite question. Ouais, comment les psychologues, ou est-ce que les psychologues étudient ou prennent en compte les travaux de Bart Gardner sur les intelligences? Magnifique transition. Gardner, haute. Regarde-moi ça. Magnifique. Slide suivant. Alors, oui. Alors, justement, Jeanne Siofachin, chère Jeanne,
merci, parce qu'elle nous a parlé du haut potentiel et les gens ont enfin pu aller explorer cette dimension qui était encore très secret, chasse gardée. Vous voyez, il y a 10 ans, dans le laboratoire de psycho, on parlait de ça. Dans le laboratoire de psycho, c'est tout. J'en entends pas parler de mort, il n'y a pas de bouquin sur le sujet, il n'y a pas de série télé, il n'y a pas de truc machin. D'accord ? Donc, le grand truc qu'elle a fait, c'est qu'elle en a parlé et que les gens ont commencé à pouvoir se poser des questions sur ces sujets-là. Après, je vous dis mon analyse, et puis pareil, je sais qu'il y a aussi des professionnels, des psy, etc. On a le point de vue d'une clinicienne. Donc, on a le point de vue de quelqu'un qui reçoit des personnes qui, le plus souvent, quand ils arrivent là, ont une souffrance et expriment une souffrance. Elle fait passer le test, elle découvre qu'ils sont au potentiel, ça donne un facteur d'explication. Et voilà. Le seul problème, c'est que du coup, on a entremêlé des dimensions qui, en réalité, d'un point de vue scientifique, quand on les étudie en laboratoire, sont indépendantes. Et on a eu un glissement dans le langage courant de haut potentiel, c'est ce que je vous ai décrit avant, et c'est des émotions, de l'hypersensibilité, du truc, machin. En réalité, c'est deux choses différentes. Et ça, c'est très intéressant, c'est juste un peu moins solide d'un point de vue mesure scientifique que ce que je vous ai présenté juste avant sur la partie cognitive. Donc voilà, il ne s'agit pas de mettre ça à la poubelle et de dire ça c'est nul. Enfin, moi en tout cas, je ne fais pas partie des psys qui font ça, je sais qu'il y en a, mais moi je ne fais pas partie des psys qui font ça. Moi je dis, ok, c'est intéressant, j'ai eu un cours là-dessus à la fac en licence, ça a duré à peu près 2 minutes 30. Je suis à Paris 5, ça ne les intéresse pas. D'accord ? Il n'y a pas d'échelle de mesure réellement validée là-dessus. Bon, ça existe déjà, hop, on passe à autre chose. D'accord ? Moi, je trouve que c'est intéressant, surtout dans la clinique, surtout dans l'accompagnement, d'avoir une perspective là-dessus. Après, il faut juste savoir ce qu'on est en train d'utiliser et après, voilà, tout va bien. Donc, Goldman, Gardner, sur les 10 dernières années, 15 dernières années, ils nous ont vraiment parlé de ça, de l'intelligence émotionnelle. Alors, Goldman, ça a été vraiment génial, mais c'est pareil, moi, dans ma thèse, j'ai écrit 1 ligne sur Goldman, parce que c'est pas... On n'écrit pas sur Goldman dans une thèse. Mais c'est OK. J'ai quand même dévoré ces bouquins, je trouve ça super passionnant, et j'ai utilisé Goldman pour accompagner les équipes en entreprise. Voilà. Donc, intelligence émotionnelle, qu'est-ce qu'il fait? Bon, déjà, il a écrit un papier comme ça. Voilà, vous pouvez le lire, hein, il s'appelle l'intelligence émotionnelle. Et puis, il a créé un questionnaire d'auto-évaluation. Donc, c'est là où c'est moins solide, c'est qu'on est sur du déclaratif, on n'est pas sur de la mesure où on demande aux gens de faire quelque chose et on regarde ce qu'ils ont fait et on dit « Ok, c'est bon, c'était bien ça la réponse », comme on fait pour l'intelligence cognitive. D'accord ? Là, il donne des questions et les gens disent « Oui, oui, je me reconnais, plus ou moins, etc. » Donc, ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve en effet avec en autodéclaration 20 à 30% des personnes identifiées comme hypersensibles. Donc ça pose question sur la mesure. Quand est-ce qu'on évalue ces personnes? Est-ce qu'on les évalue quand ils sont en souffrance? Est-ce qu'on les évalue voilà. Donc ça pose plein de questions méthodologiques. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a un concept sur les émotions, sur l'intelligence des émotions, sur l'intelligence de comprendre ce qu'on ressent, ce qu'on vit, etc. Et ça c'est très utile d'un point de vue pratique, en fait. Moi, je sais que dans mes accompagnements, je l'utilise très, très souvent. D'accord ? Gardner, lui, il a travaillé sur un concept en 8 intelligences, donc il appelle les intelligences multiples. Donc lui, il part un peu, voilà, part sur l'intelligence de la nature, l'intelligence verbale, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence musicale, l'intelligence spatiale, l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, corporelle, etc., etc. Donc c'est là où ça ne plaît plus trop à mes copains du labo de Paris 5 parce que bah, voilà, on a un peu tout, quoi. On a un peu de tout. Mais c'est pareil, c'est intéressant. C'est intéressant quand on est en clinique, quand on est en train d'accompagner quelqu'un, de dire bah, tiens, toi, à quel endroit tu te développes en fait? Elle est où ton intelligence? On peut parler comme ça. Même si c'est pas un concept scientifique, on peut quand même en parler. Okay? Et donc, ce qui fait que, à la fin, c'est toujours pas là, c'est ici, voilà, à la fin, HPI hypersensible, possible, mais pas nécessairement. Possible, mais pas toujours en fait. C'est bien des dimensions de nature différentes qui n'ont pas de corrélation entre elles. Donc, clairement, ça veut dire qu'on peut retrouver des personnes au potentiel intellectuel et avec des émotions et de l'hypersensibilité et plein de choses qui se passent en elles.
D'ailleurs, ça peut être intéressant d'appeler la clinique et de dire bah, tiens, c'est quoi l'histoire de la personne aussi, pour comprendre pourquoi il y a toutes ces émotions, c'est quoi son histoire, c'est quoi ses représentations, c'est quoi les histoires qu'elle se raconte aussi pour en arriver là. Donc, c'est là aussi où c'est intéressant. On peut être au potentiel et pas du tout dans l'hypersensibilité et les émotions, clairement, et tant mieux d'une certaine manière. Vous allez voir mon ancien patron qui était dirigeant de toutes les opérations de maintenance et travaux de SNCF sur le nord de la France. Au niveau émotionnel, vous voyez, c'est... Voilà, peut-être chez lui, je ne sais pas, mais en tout cas dans le bureau, mais tant mieux. Je veux dire, voilà, allô, il y a un déraillement de train, vous voyez, il vaut mieux être... Hein, ça arrive. Donc, clairement, bah voilà, on peut avoir ce type de profil. On peut avoir des hauts potentiels, ne pas être haut potentiel intellectuel et être très sensible. Voilà. Et puis, on peut ne mettre ni l'un ni l'autre et aller aussi très, très bien. D'accord? Parce que ce n'est pas en plein ou en creux. Hein. C'est juste, encore une fois, des caractéristiques qui nous permettent d'aller un peu plus loin dans la définition de qui on est. Donc, c'est aussi pour ça que quand on fait un bilan, on est vraiment dans faire un diagnostic global de la personne. Essayer d'aller comprendre un peu plus loin. Alors, évidemment, si on passe une demi-journée à faire un test, c'est pas là qu'on va comprendre tout de la personne, mais ça peut s'inscrire dans une démarche plus lente et plus importante de connaissance de soi. Alors voilà, j'aime bien cette citation de Jeanne Sur-Fachin. Avec tout ce que je vous ai dit, moi je suis assez reconnaissante de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle a créé. Et j'aime bien cette définition, je trouve belle. Voilà, cette capacité à faire des liens, à se saisir du monde. Alors évidemment, elle, du coup, c'est très orienté lien entre l'hypersensibilité et le HPI. Okay. Le lien entre cette sensibilité, les sens, en fait, la capacité à faire des liens avec sa réflexion sur le monde en fonction de ce qu'on a appris. Plus l'intelligence est élevée, plus on se pose des questions et donc plus on doute. Voilà. Donc ça, on peut discuter. Hein. Cette définition-là, elle est discutable. Moi, je la trouve intéressante. Voilà. Parce que quand on est en cabinet, c'est quand même ça qu'on voit. On est en dehors du cabinet, c'est plus large, mais voilà. Donc, je vous parlais tout à l'heure de cette double contrainte entre, pour les femmes, HPI et femmes. Alors, je vous ai fait le volet HPI. On va parler maintenant de les femmes HPI. On a parlé des constats, on a parlé du HPI, et je voudrais qu'on parle des opportunités. Donc, on a dit tout à l'heure, 48% des femmes ont un diplôme supérieur en France, 17% dans les comités de direction. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, alors attendez, c'est ça que je voulais vous dire, hop, tout simplement, on a un train de retard. Voilà, on a un train de retard à permettre aux femmes de dépasser ce plafond de verre. On a souvent parlé du plafond de verre, d'accord? Et à faire en sorte que soit il y ait de l'audace pour aller prendre ces postes-là, soit il y ait la possibilité aussi de réorganiser le travail au sein des comités de direction pour que ce soit compatible pour les hommes, j'ai envie de dire pour les prochaines années, et pour les femmes, pardon, et dans les prochaines années, et pour les hommes aussi, pour que finalement on puisse coopérer ensemble tout en ayant ce qui fait aussi la vie, c'est-à-dire ce qui se passe à l'extérieur. Et ce qui se passe à l'extérieur, d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement que les enfants. Le droit aussi de ne pas avoir d'enfants. C'est aussi une possibilité. Je le dis parce que quand j'étais à SNCF au féminin, c'est vrai que j'avais dit ça, mais on était en responsabilité en fait au sein de cette organisation-là. Et je lui disais, on parle toujours des mères. Mais enfin, il y a des femmes, la SNCF au féminin, il y a aussi des femmes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants et qui ont aussi une vie personnelle qu'elles ont envie de pouvoir exprimer. Voilà. Donc, et puis il y a aussi des hommes qui ont envie de pouvoir exprimer. Donc, je pense que toutes ces réflexions-là vont perdurer. Aujourd'hui, c'est SNCF mixité. Je pense que c'est ça, en fait. Hein, c'est de commencer à pouvoir se dire, OK, comment est-ce qu'on travaille maintenant différemment. Et donc, ce qui va nous permettre de, sans doute, c'est là où je vois une opportunité, c'est cette dame qui s'appelle Madame Rixin et qui a fait voter une loi qui a été votée, ça y est, c'est passé le 16 décembre 2021, qui va imposer aux organisations de plus de 1000 collaborateurs d'avoir des comités de direction à parité d'ici 2030.
D'accord? Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le plafond de verre institutionnel, il a explosé. Maintenant, la question pour les femmes, c'est comment je prends ma place, du coup, dans ces organisations-là qui vont maintenant venir me chercher et que je ne me retrouve pas face. J'avais une double contrainte, maintenant j'ai une double peine. Venez, madame, vous devez prendre ce poste. Ah oui, mais moi, je n'ai pas envie de prendre ce poste. Ah oui, mais c'est comme ça, parce que vous comprenez bien, vous nous avez embêté pendant des années. Maintenant que c'est ouvert, vous y allez. Quoi. Oui, mais moi, en fait, moi, je suis bien là. Donc, vous voyez à quel point on a une vraie discussion à avoir sur qu'est-ce qui fait que les femmes ne vont pas sur les postes de direction. Si elles y vont, je suis une femme, je vais sur un poste de direction. Est-ce que j'ai l'audace de donner mes conditions pour y aller? Et comment, du coup, je me positionne en fait dans l'organisation et je défends finalement mon modèle ou un nouveau modèle qui serait à développer ensemble dans les prochaines années. D'accord? Donc, la question, c'est ça, c'est comment on ne passe pas de la double contrainte à la double peine. Alors, comment on fait? J'ai envie de savoir comment on fait avant de nous pour les questions-réponses. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai décidé d'ouvrir le cabinet, je me suis dit, OK, je vais me concentrer sur cet accompagnement pour les femmes et vraiment me centrer sur cette possibilité que nous avons toutes de vivre les facettes de nos vies qu'on a envie de vivre. Alors, un truc qui quand même est spécifique pour les femmes, c'est ça, c'est d'entendre, tu vas faire ton enfant ou tu vas prendre le poste à responsabilité. J'ai encore entendu ça hier dans un groupe que j'anime, trentenaire. Je prends ce poste, mon chef me dit, écoute, pendant 5 ans, ça va être très sollicitant, tu vas monter en grade, tu vas avoir des formations, etc. Par contre, au niveau vie privée, faut que tu fasses une croix dessus. Et là, elle se marie cet été, et elle dit, mais comment? J'ai dit, non, en fait. Toi, tu as envie de quoi? Je crois que j'ai quand même envie de faire un bébé. OK. Donc, comment je fais mon bébé? Comment j'évolue professionnellement? Je ne suis pas obligée de sacrifier 5 ans de ma vie, d'accord, pour ma réussite professionnelle. J'ai le droit de vouloir les deux. J'ai le droit de choisir les deux. Sauf qu'on ne sait pas comment faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai bossé sur ma thèse de doctorat, donc j'ai bossé sur la question managériale, et le but, c'était d'aller voir les équipes qui fonctionnaient bien, donc celles où les managers et les collaborateurs étaient en bonne entente, où il n'y avait pas trop de turnover, voilà, il n'y en avait pas, où l'attente des objectifs était respectée. Voilà, des équipes qui faisaient modèle, en fait, qui savaient allier, du coup, bien-être et performance. On avait envie de comprendre, parce que si on pouvait avoir des équipes comme ça partout, ben, ça aurait été intéressant. Donc, une de mes tâches, ça a été d'aller voir ces équipes, d'aller voir ces managers et d'aller voir ces collaborateurs. Et de leur dire, bon, bah alors, racontez-moi des situations dans lesquelles vous vous êtes trouvés, où vous avez fait quelque chose, où votre manager a fait quelque chose et ça vous a permis de vous sentir bien ou de mieux travailler, etc. On a récolté des milliers de situations, on a classé, on a demandé à des dirigeants de les classer. Après, on les a mis dans un logiciel de statistiques, on a fait tourner la moulinette. Et on a trouvé 6 dimensions. 6 dimensions qui sont très caractéristiques de ces équipes qui savent allier bien-être et performance. Donc ça, j'ai travaillé pendant 10 ans avec ce modèle-là. On a créé de la détection de potentiel, on a créé des process de recrutement, on a créé des process de formation, d'accompagnement, etc. Et puis quand je me suis penchée sur, bon, bah, je les accompagne comment, ces femmes? C'est là que m'est venu ce lien, en fait. Je me suis dit, en fait, une femme, elle a sans doute ce truc-là à essayer de conjuguer son bien-être et sa réalisation. Donc, mener ses projets, comme faisaient les équipes que j'avais accompagnées 10 ans avant, et en plus, se sentir bien au sens de je suis dans ma force, je contribue, j'appartiens à un groupe, je suis à l'endroit que j'ai envie d'être, etc. Et donc, je me suis dit, bah, je peux très bien créer un accompagnement sur la base de ces 6 compétences pour aider les femmes à prendre leur place telles qu'elles le veulent vraiment, à la hauteur de leur potentiel. Et vraiment réaliser du coup ce qui compte pour elles en faisant les choix qui sont les leurs. Avoir des enfants et travailler, pas avoir d'enfants, travailler, pas travailler, avoir des enfants, bref, plein d'autres choses. Hein, vivre de sa passion, faire de la peinture en sortant du bureau. Voilà. D'accord?
quel est le modèle que j'ai envie d'avoir pour moi et quelles sont les clés pour mener ces projets. Voilà. Et donc, ces 6 clés, c'est la responsabilité. Comment je me rends pleinement en mesure de répondre à ce qui se présente à moi. D'accord ? Comment je rentre en relation? Quel est le lien que j'entretiens avec moi-même d'abord? Est-ce que je suis en conflit permanent avec moi-même? Est-ce que j'ai du mal avec mes contradictions? Est-ce que j'ai du mal avec mes paradoxes? Est-ce que je m'apprivoise dans toutes mes facettes qui parfois ont l'air contradictoires? Comment je suis en lien avec moi? Donc, la relation à soi, déjà, qui va ensuite, bien sûr, commander la relation aux autres. Hein? Et puis, j'en ai sauté une, et non, voilà, je ne l'ai pas sautée, elle a disparu. C'est pas grave, la reconnaissance. Donc ça, c'est vraiment un critère que je vois vraiment très souvent, c'est je n'ai pas été reconnue par mon patron, mon manager ne voit pas tout ce que je fais, etc. Et quand on creuse un peu, c'est et toi, quelle est la reconnaissance que tu t'accordes à toi? Ah, mais j'ai un grand complexe de l'imposteur, j'ai le doute, je ne sais pas, etc. Ok, donc on va déjà travailler sur comment tu te connais, comment tu sais de mieux en mieux qui tu es, et comment tu peux t'attribuer, du coup, cette connaissance, se reconnaître, se voir, hein, ce retour qu'on a sur soi. Quand on a ça, ça nous permet de travailler sur la communication, donc se faire entendre, exprimer ses besoins, exprimer ses limites, mieux négocier, mieux coopérer, ce qui me permet de continuer à grandir, me développer tout au long de ma vie finalement. Et puis, enfin, on va développer une autre dimension qui est la capacité d'organisation, de planification, de gestion de projet, pour le coup, pour développer finalement une vision, un modèle vers lequel on a envie de tendre. Donc voilà comment je travaille là-dessus. Je pourrais vous envoyer, si vous le souhaitez, un kit qu'on avait construit pour les managers et que du coup on a décliné avec une équipe de stagiaires qui est venue du coup reprendre les questionnaires qu'on avait fait pour les managers et qui l'ont transposé aux femmes. Et donc ça nous a permis de construire un questionnaire qui permet de savoir où est-ce que j'en suis sur ces 6 dimensions, qu'est-ce que j'ai tendance à plus valoriser dans ma vie, et après de réfléchir ensemble, tiens, pourquoi c'est ça que je valorise? Comment ça se fait que le reste, peut-être la reconnaissance, tiens, j'ai moins accès là-dessus, et d'ouvrir du coup la possibilité d'y aller si la personne le souhaite. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est bien. À cet endroit-là, c'est bien. Et comme ça, on a 15-20 minutes pour échanger. Hein, voilà. Voilà. Peut-être, voilà, dans ce que je vous ai proposé là, il y a peut-être des idées qui vous ont interpellé, des idées qui vous ont... Ah, tiens. Voilà, ça peut être intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui vous revient en premier à l'issue de cette présentation, quelle est peut-être l'idée qui vous revient en premier à l'issue de cette présentation, et puis après, voilà, ça va aussi vers les questions. Voilà, donc, je ne sais pas si vous avez entendu, donc je vous propose de partager peut-être l'idée, le point qui là, soit vous a choper, à frotter, soit vous êtes dit, ah ouais, tiens, là, ok, je vois les choses un peu différemment. Donc, de partir de là, et puis après, aussi, posez vos questions. Posez vos questions. Ça donne envie de faire le test. Le bilan. Le bilan, ouais. Ça, tu l'as fait. Ça, j'ai fait. Donc, le bilan. Alors, qu'est-ce qui te donne envie? Parce que ça, c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui motive le fait de passer par rapport à la reconnaissance. Ouais. Quand tu prends la cadeau, moi, je sais que ma problématique, c'est reconnaissance avec soi-même avant de la trouver chez les autres. Ouais. Et le relationnel. À partir de là, c'est pour ça que je me dis le bilan peut être très intéressant. Déjà, savoir où je me positionne et reprendre confiance.
pour créer un relationnel en phase avec la personne que je suis. Quand on commence à tournicoter autour de la question, oui, non, je suis pas, je pense que c'est un bon moment pour se dire, ok, est-ce que je passe le pas de poser les mots là-dessus et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a que ces échelles qui permettent de poser la mesure. D'accord? De poser vraiment. On peut avoir des hypothèses, tu vois, en parlant avec toi, moi, je suis un peu. Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a que l'échelle qui permet ensuite de poser les choses une bonne fois pour toutes. Le truc qui est super important, et ça d'ailleurs, il y a un questionnaire préparatoire avant de bien passer le bilan, c'est de vraiment être très au clair sur ses attentes par rapport au bilan. C'est-à-dire de pas mettre de l'enjeu sur le résultat. De pas mettre de l'enjeu sur j'ai 130 ou j'ai pas 130. Et plutôt de mettre de l'enjeu sur ok, je vais prendre la température. Un peu, voilà, quand on prend un thermomètre, on ne se dit pas c'est bien si. Enfin, voilà, on sait. Ça nous donne une donnée. Et après, avec la donnée, on peut décider de faire ce qu'on a à faire. D'accord ? Mais l'idée, c'est vraiment de sortir de l'enjeu sur est-ce que je vais avoir le 130 ? Tu vois ce que je veux dire ? La démarche, elle est plutôt dans tiens, j'ai envie de comprendre un peu mieux comment je fonctionne, où est-ce que j'en suis, je me situe où, en effet, dans la population, et voilà, comprendre, parce que donc, il y a 4 dimensions. Ça permet de se dire, ok, est-ce que c'est dans la dimension verbale que ça se passe? Est-ce que c'est dans la dimension raisonnement? Est-ce que j'ai voilà. Où est-ce que ça se joue? Ça me paraît vraiment important. Je pense que... Je pense à la même chose. Moi, je ne fais pas passer de test, donc de bilan. Tu conseilles. Je conseille. On va pas parler de quelque chose. C'est beaucoup le fantasme sur l'assurance. Ouais, c'est ça. Pour arrêter de juste avoir une espèce de nébuleuse comme ça qui flotte, oui, non, oui, non, oui, non. Bon, à un moment donné, on pose des choses. Et toi qui connais bien celle qui dit ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Hein. Notre grande consoeur Candide Légia. Voilà. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Voilà. Du coup, reconnaissance, j'existe où? Voilà. Mais on peut très bien exister à 100, heureusement, même partout. Voilà, on peut exister sur toutes les chaînes. Voilà. Donc, il n'y a pas d'enjeu sur où est-ce que je me situe. On a une valeur sur l'ensemble de l'échelle. C'est super important. Si on commence à se dire, il y a, tu vois, une question de valeur, pas une échelle de valeur. Parce que là, on a un gros problème si ça devient une échelle de valeur. Justement, j'ai une question par rapport à ce test. Est-ce que ça nous permet aussi, par exemple, si quelqu'un est détecté au potentiel intellectuel, est-ce que ça permet à la personne de plus entreprendre les choses? Est-ce que, enfin, voilà, de ne pas être bloqué dans une situation, par exemple, c'est ce que je me demande aussi. Hein. Parce qu'au-delà du test, ça doit bien avoir des intérêts, je veux dire, des personnes qui ont envie de se faire ce test. C'est bien parce qu'ils sont bloqués. Ouais, avec plaisir. Ouais, complètement. Moi, il me semble qu'il y a plusieurs phases quand on travaille avec ce genre d'étiquette, je vais dire, qui est une première, on va prendre conscience et on va pouvoir régler certains enjeux, mais aussi le piège de se réduire à ça et de justifier une manière d'être ou justement d'arrêter pour une certaine progression introspective parce qu'on a des justifications en fait, qui, on m'a dit que j'étais survolé. Ben voilà, c'est pour ça que je n'arrive pas à parler aux autres. Ouais. C'est pas ma faute. Alors, on va prendre une petite heure pour en discuter. Ah oui, ça c'est primordial. En effet. D'où l'accompagnement à suivre par la suite pour ceux et celles qui en ont besoin, en effet. Après, Sophie. Parfait. Non, je pense qu'en fait, ta question, pour y répondre, je pense parce qu'elle m'a touchée. En fait, c'est très important. Oui, effectivement, ça peut te permettre déjà de retrouver confiance en toi et te permettre de passer à l'acte sans forcément se cacher derrière beaucoup de choses, mais
Enfin, moi, pour le coup, je ne suis pas encore passée lettre, mais pour la confiance en soi, et c'est important. En tout cas, le résultat. Moi, je me sens beaucoup plus solide. Je me fais beaucoup plus confiance. Je me dis, mais je suis pas à l'école finalement. Parce que j'ai pu croire. Et du coup, bah, j'envisage plein de choses autrement. C'est l'idée de se faire confiance. Et j'ai mis 10 ans à passer ce test. Hein. Et là, je suis arrivée terrorisée il y a quelques semaines. Parce que. Ouais. Et je ne regrette pas. Enfin, mais bon, mais pour moi, c'était important. Et c'est vrai que cette histoire de justification, elle marche dans tous les sens. En fait. C'est-à-dire qu'on peut dire, ah oui, bah, je fais partie pour ça, que je prends avec personne, ben voilà, c'est tout. Et puis, ça, tu vois, tout dépend de la posture de la personne. Mais ça, par exemple, moi, du coup, je ne pouvais plus me justifier certaines choses que je n'arrivais pas en disant, bah oui, de toute façon, je ne suis pas très pilote, quoi. Pas très, voilà, j'arrive pas, bah oui, je n'ai pas les compétences intellectuelles pour y arriver. J'ai raté médecine, bah oui, non, je n'ai pas raté médecine parce que j'avais une problématique cognitive. Ah, les médecines, parce que je n'avais pas envie de réussir médecine. Tu vois, c'est pas pareil, quoi, mais je ne le savais pas. Tu vois. Donc voilà, ça permet aussi de remettre les choses au bon endroit. Et où est-ce que je me mets mes empêchements? Où est-ce que je me raconte des histoires? Tu vois, dans tous les sens. Les personnes que tu accompagnes, ça peut leur permettre de déblocage, j'imagine. Ouais, et puis aussi de se remettre aussi face à soi-même, tu vois, et parfois c'est pas très agréable, tu vois, quand je pouvais me justifier certaines choses que je faisais pas, Rejeter sur les autres. rejeter sur les autres, ou rejeter sur, bah oui, voilà, t'as eu un peu des difficultés scolaires, c'était pas facile pour toi la première S, et que sans doute t'étais pas doté de ce qu'il fallait pour y arriver, tu vois, ben non, c'est pas ça. La raison, elle n'est pas là, il faut regarder ailleurs, il faut comprendre ailleurs. Bon, ben, on retourne en thérapie, on continue, on cherche à comprendre son histoire, ce qu'on s'est raconté dans sa vie, ses représentations. Et oui, donc ça n'exclut pas, en effet, le travail profond d'introspection, de compréhension de soi. Tu voulais peut-être répondre. Du coup, je voulais te demander s'il t'arrive parfois, peut-être avec des affinités avec certaines nations, de ne pas recommander le test pour qu'il y ait un travail de ces enjeux autrement que par une reconnaissance extérieure, parce que du coup, c'est pas une confiance intérieure profonde. Oui, ça peut arriver. Et alors, il y a autre chose aussi. Donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas clinicienne, mais j'ai eu des cas 1. Je n'étais pas là, je suis psychologue du travail. Et j'ai eu, en effet, un jour une dame qui est arrivée avec sa fille, donc qui m'annonce le tableau clinique de sa fille. Donc, je n'ai pas eu à dire que voilà, elle est venue en me disant, voilà, ma fille a été diagnostiquée avec une schizophrénie, etc. Voilà. Mais j'ai lu plein de choses sur le haut potentiel. Je pense qu'elle est au potentiel. Donc, j'ai l'entretien, alors déjà la mère, la fille, la mère, enfin, il y avait déjà tout ça à démêler. Et à la fin, j'ai dit, écoutez, dans un premier temps, je pense que d'abord, c'est important que votre fille retourne voir son médecin. Je vais réorienter vers le médecin. Mais en effet, là, derrière, la demande, c'était, ce serait quand même mieux que ma fille soit détectée au potentiel que schizophrénie. Mais bon, voilà, c'est... Donc oui, là, dans ce cas-là, j'ai accompagné, j'ai entouré, etc. Mais l'idée, c'était que sa fille, elle avait vraiment besoin de reprendre son traitement, elle ne prenait plus son traitement. Enfin, donc oui, il y a des cas où on voit où c'est judicieux, en effet, de soit décaler, soit reporter le bilan, soit il n'y a pas de bilan à faire, en fait, c'est pas la question. Enfin, on peut d'ailleurs, pardon, mais parce que je pense aussi, parce que du coup là j'exclus une possibilité, on peut aussi présenter une schizophrénie et être au potentiel. C'est aussi possible. Mais là, en l'occurrence, ce n'était pas la priorité dans le moment où cette personne est venue voir. C'était qu'elle reprenne son traitement. Parce qu'il y a souvent des forts troubles identitaires qui sont associés à la sensibilité de comportement. Il me semble vraiment qu'ils ont eu ce là. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que c'est vraiment un accompagnement global auquel j'invite après les personnes si elles le souhaitent. Hein. C'est aussi une exploration qu'on a envie de faire ou pas. Hein. Est-ce que j'en suis
mon envie de comprendre où j'en suis. Ça, voilà, tu me racontes aussi, j'imagine. Est-ce qu'il y a des questions ou envie de rebondir, voilà, au niveau de vous qui êtes en visio? Oui, bonsoir, moi j'en aurais une. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il y avait tous les cas de figure possibles entre HPI plus, HPI moins, etc. Ouais. Je voulais savoir si vous aviez identifié des points communs ou des soft skills communes parmi la population des femmes HPI et savoir comment c'était reconnu ou détecté en entreprise. Alors, je vais répondre à la deuxième partie de la question. Après, je reviendrai sur l'identification de soft skills dédiés aux femmes HPI. Alors, en entreprise, quand on dit haut potentiel, on ne parle pas de ce que disent les psychologues. On parle de la grille des diplômes en France et la classification de ces diplômes, parce que ça existe. Hein. Ça, j'ai découvert ça quand je l'ai fait un prêt étudiant. Vous faites quoi? L'université Paris 5. C'est plus dur en fait pour avoir un prêt étudiant. Voilà. Bah, c'est un peu la même chose en entreprise. HEC, l'ENA, machin, truc. Classe A, haut potentiel. C'est comme ça. C'est la gestion RH à la française. C'est la gestion des talents, le point de départ de la gestion des talents dans les entreprises. Donc, on ne parle pas exactement de la même chose, puisqu'en effet, l'idée, ce serait de connaître en fait, le fonctionnement cognitif de l'ensemble de la population, et on pourrait, de par ce fait, pouvoir aller chercher des personnes. Donc, je pense par exemple à une femme que j'ai accompagnée, qui sait qu'elle est au potentiel, puisqu'elle a été détectée quand elle est petite, elle a 145. C'est une artiste. Et les parents disent non, toi, tu peux faire des études comme ça. Tu dois faire, pas les beaux-arts, tout ça, non, tu dois faire Sciences Po, l'ENA, tatati, tatata. Bon. Elle passe le bac, elle a son bac, elle arrive à Sciences Po et elle arrête Sciences Po. 3 mois, voilà. Fin des études. Donc, elle rentre, en l'occurrence, à la SNCF. Et à la SNCF, vous rentrez avec un bac, vous arrivez à un certain endroit potentiel. Voilà, c'est ici, et c'est ces postes-là. Et donc, pendant 15 ans, elle fait des postes sur lesquels elle a plein d'idées, elle a envie de mettre plein de trucs en place, et on lui dit, oui, c'est bien, super. Mais là, si tu veux, est-ce que tu peux t'occuper des clients au guichet, puisque c'était son travail, elle le faisait très, très bien. D'accord? Et elle voulait, on pourrait mettre différemment, on pourrait peut-être mettre du digital. Vous voyez, ça commençait à fuser dans tous les sens. Seulement, ben, c'est pas ni bien ni mal, hein, mais c'est pas à ce poste-là qu'on leur demandait de fournir ces idées-là. D'accord? Elle finit quand même dans son parcours, elle fait un tas de choses, elle passe des concours internes, des examens, etc. Et à 40 ans, elle a ce qu'elle pense être le Graal. Hein. Vous savez, au départ, la conforme aux attentes. Voilà, donc, ce qui est le Graal, c'est « Ah, tiens, ça y est, je suis cadre. J'ai l'étiquette 4 dans l'entreprise. » D'accord? Sauf que pendant 15 ans, elle a été mise sous cloche. Donc, quand moi, je l'accompagne, à ce moment-là de sa carrière professionnelle, en fait, elle est en burn-out. Elle est en burn-out parce qu'elle a été un pas à côté d'elle pendant 15 ans. D'accord? Voilà, donc c'est pour dire que l'entreprise n'a pas du tout la même définition et se base donc du coup sur plutôt le niveau de diplôme, alors, qui je pense est corrélé avec cette question du haut potentiel, niveau souple. D'accord? Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres ailleurs, et ceux-là, aujourd'hui, dans les politiques RH des grandes organisations, on va pas trop les chercher. Alors, là où j'ai vachement d'espoir, c'est que depuis que je suis partie, notamment de la SNCF, je pense que c'est en train de mettre un peu partout, mais aussi grâce aux travaux de Jeanne Sofachin, le fait qu'on en parle, le fait qu'il y ait une série télé, on peut penser ce qu'on veut, si c'est bien, c'est pas bien, c'est la vérité, ce qui est dit sur les HPI ou c'est pas la vérité, peu importe, en tout cas ça parle. Et du coup, j'ai une amie qui est très engagée sur ces trucs-là et qui a créé Dulance et Zébritude à la SNCF, qui est du coup un cercle professionnel qui est ouvert à tous au sein de l'organisation, qui est parrainé par un dirigeant et dans lequel, du coup, voilà, ils font connaître ce que c'est, les potentiels,
et toute la diversité cognitive. Donc là, on va sur tout le spectre. Hein. HPI, les 10, les autistes Asperger, large. Et du coup, grâce à cette diversité, on commence à pouvoir aller toucher du doigt, pas tout de suite, hein, mais peut-être dans quelques années, une autre définition de c'est qui progresse dans les entreprises et est-ce qu'il faut absolument avoir ce modèle-là pour être au niveau des postes de direction. Donc ça, voilà, Camille, j'espère que ça répond à la deuxième partie de la question. Pour ce qui est des soft skills des femmes au potentiel, franchement, alors, moi, je n'ai pas fait l'étude, par exemple, qui aurait été d'aller croiser, corrélation hein, entre, je prends un groupe de femmes, je mesure le QI, et puis ensuite, je regarde, par exemple, un socle de compétences, et je fais le croisement entre les deux, et je regarde où est-ce que ça corrèle le plus. Moi, je n'ai pas fait ce travail, ce serait super intéressant, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je n'ai pas d'appréciation particulière là-dessus. En revanche, je pense à Monique de Kermadec, et je pense que dans son livre, elle fait une description de la femme à haut potentiel, qui est la description de elle depuis son point de vue de cabinet, donc avec les femmes qui sont venues la voir dans son cabinet. Donc, encore une fois, avec ce biais qui est que quand on fait des études en cabinet, on a par définition les personnes qui consultent. Donc, ce qu'il faudrait, c'est élargir le champ pour avoir une plus grande diversité pour faire la population. Et je pense que là, je n'ai pas en tête par cœur des éléments dans le livre de Monique de Kermadec, mais je pense que ça peut être une bonne ressource déjà pour aller voir ça. Alors, ce qui vient en tête, curiosité, peut-être décider de tourner, curiosité d'esprit, appétence à l'apprentissage. Il y a aussi cette sensibilité à la beauté, le sens. Oui, voilà. Les pensées larges, l'envie de s'engager sur de nombreux projets. Alors ça par exemple, pour le coup, en expérience, ce truc de j'ai plein d'idées, je ne sais pas par quoi commencer, puis j'ai pas envie de renoncer et tout ça, je l'ai souvent. Et d'ailleurs, je dis, on va rien toucher, on va rien mettre à la poubelle, on va prendre un entonnoir. On va prendre un entonnoir, un énorme entonnoir, on va tout mettre dedans. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à filtrer, à organiser, à avoir une vision, à planifier, à prioriser, et là, on y va. Mais on ne jette rien. Surtout, on ne jette rien, parce que c'est trop petit. Voilà. J'ai plein d'idées. Voilà, on ouvre des cahiers spéciaux d'idées, on ouvre des agendas. Moi, j'ai des trucs, par exemple, pour 2024-2025. Je sais que c'est pas là, c'est pas possible. Écrire un livre, machin, la troisième, un deuxième, voilà. Bon, voilà, 2024, un livre là-dessus, un livre 2025, peut-être un truc là-dessus, 2026, un truc, voilà. Puis on verra. Peut-être que je ne ferai pas, hein. On s'en fout. Mais c'est dans l'agenda. Comme ça, en 2025, 1er janvier, c'est ça que je dois faire cette année. Vous voyez, voilà, c'est un truc, hein, c'est une astuce, comme d'autres, hein, mais voilà, moi, je propose ça, en fait. Comme ça, on oublie, on sait que c'est rangé quelque part. Quand on ouvre le tiroir, c'est bon, on trouve. La grande frustration, c'est ça. Je perds l'unité. Ça vous éclaire, Camille? Oui, merci. Super. Bon, 9h pile. Allez, c'est la dernière. Alors, Elisabeth, merci pour cet accès à la connaissance ouvert à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci au centre. J'ai appris beaucoup ce soir. J'ajouterai une remarque constructive pour l'avenir. La qualité du son n'est pas très bonne. Ah, très bien, merci. Et nous ne disposons pas de lecture sur les lèvres comme aide. Ah oui, c'est sûr. Bon, d'accord. Ok. Merci. On va s'équiper en micro. Super, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Tu veux dire un mot pour dire au revoir? Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci à tous. Et donc, c'est pas souvent, mais je ne vous dis pas au mois prochain, puisque c'est la dernière conférence de cette année scolaire. Et je vous dis au mois de septembre. Donc, à l'année prochaine, quelque part. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci.